Tout de suite, c'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Alain Pirot. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Afrique, du Moyen-Orient. Vous venez de réaliser un documentaire inédit intitulé Le prix du sang, 20 ans de guerre française, qu'on pourra voir ce dimanche en prime sur France 5. Vous avez réussi à faire parler des militaires, des hauts gradés à visage découvert, d'anciens chefs d'État aussi, des familles. Et on découvre une armée au départ à bout de souffle, qui a beaucoup de mal finalement à s'adapter sur le terrain au conflit d'aujourd'hui. C'est une armée qui a connu plusieurs histoires au cours de ces 20 dernières années. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire que s'il n'y avait pas eu les attentats en 2015 en France, même si on n'a pas forcément un lien de cause à effet, mais la finalité, c'est que les armées seraient dans un très mauvais état aujourd'hui si nous n'avions pas eu ce rappel à l'ordre et que le personnel politique a dû enregistrer comme un avertissement sur la nécessité de mettre en place une autre stratégie pour équiper nos armées. Alors on découvre tout au long de votre documentaire, en effet, cette réalité du terrain qui est assez stupéfiante pour des néophytes qu'on peut être. Et pour la découvrir, cette réalité du terrain, rien de tel que d'écouter ceux qui y sont sur ce terrain. On écoute le général Bernard Barrera. Il a été commandant des forces terrestres au Mali et il a accepté de vous parler, et pour le coup, sans aucune langue de bois. Cette campagne, ça a été une chambre à air tendue à l'extrême, avec des trous partout et des rustines à tous les endroits. Voilà, en permanence, on se disait pourvu que ça tienne. On n'avait pas tout, mais ceux qui étaient en première ligne étaient équipés. Ils avaient leur casque, ils avaient leur gilet, ils avaient leur véhicule. Donc, si vous voulez, vu d'en face, c'était une armée moderne, complètement équipée. En revanche, en arrière, les logisticiens se sont arrachés les cheveux parce qu'ils poussaient vers l'avant tout ce qui arrivait au fur et à mesure sur les aéroports. L'armée, c'est comme une chambre à air tendue à l'extrême avec des trous partout. C'est inouï d'entendre ça. Eh bien, il y a même des anecdotes terribles sur ça. C'est que il faut imaginer que pendant l'opération Serval, le général Barrera, qui doit commander... Au début de l'intervention de la France au Mali. Qui doit commander les forces terrestres, va courir après les uniformes pendant plusieurs semaines. Les uniformes qui ne vont pas arriver, les uniformes qui étaient dédiés au combat dans le désert, donc adaptés aux fortes chaleurs. Des gilets pare-balles, des uniformes de protection. Des gilets pare-balles ne seront pas en nombre suffisant pour équiper toutes les troupes. Alors il faut imaginer, il le dit bien, ceux qui étaient en première ligne étaient équipés. Mais il faut imaginer que quand il dit c'est une chambre à air, c'est que le matériel va arriver à Abidjan, au Sénégal, et qu'on va devoir l'envoyer au fin fond du Mali. Donc il faut imaginer une caravane de véhicules qui va parcourir le désert, les villes africaines. Et c'est vrai que bon nombre de troupes qui seront à l'arrière de cette caravane n'auront pas les équipements nécessaires. Alors oui, ils n'étaient pas forcément sujets à avoir des attaques, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête quand on voit le 14 juillet. C'est ça, ce défilé absolument charismatique qui présente une armée puissante dans toute sa splendeur. Oui, parce que les généraux le disent d'ailleurs assez honnêtement, c'est que quand vous êtes face à l'autorité politique, que ce soit régionale d'ailleurs, locale ou nationale pendant le 14 juillet, eh bien vous montrez ce que vous avez de meilleur. Et certainement pas les fameux cercueils roulants qui sont ces véhicules blindés, je crois, qui datent des années 60. Et qui sont encore là pour certains sur le terrain, je crois. Ce terme de cercueil ambulant, effectivement, est partagé par un certain nombre de soldats qui ont connu la guerre en Afghanistan. On voit en photo. Alors, pas celui-là. Pas celui-là. C'est plutôt le véhicule qu'on voit au début de l'intervention que vous voyez à Serval. Donc, c'est le véhicule qu'on voit encore, parfois, le 14 juillet, qu'on ne montre de moins en moins. Celui que vous avez montré, c'est le nouveau véhicule qui le remplace, justement. Mais le véhicule de l'avant blindé, le premier à entrer en service dans les années 70 et 76. Et vous voyez, quand vous voyez les plaques d'immatriculation de ces véhicules, vous pouvez voir l'année dessus. Moi, ceux que j'ai vus il y a peu de temps, il y a quelques semaines au Mali, à la base de Léao, ils étaient 83. Et on les remet en état de marche, on les améliore en permanence. Et comment est-ce qu'on explique ça? L'armée française est quand même la première armée d'Europe. On a un budget qui augmente de 1,5 milliard d'euros par an depuis 8 ans. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que quand vous concevez une armée, et c'est la mission du politique, vous avez la mission du militaire qui dit les moyens dont il a besoin. Mais c'est le politique qui donne les moyens financiers d'organiser et de financer l'organisation de cette armée. Eh bien, il faut avoir une vision à long terme.
C'est-à-dire qu'un véhicule que vous mettez en marche dans les années 80, il va vous suivre très longtemps. Et ce véhicule aura parcouru les routes africaines pendant presque un demi-siècle, en fait. Et donc ça oblige les politiques à avoir une vision à long terme, y compris budgétaire. Mais vous avez face à vous des événements permanents. Le Covid, un certain nombre de crises qui vous obligent à revoir vos espoirs budgétaires. À faire des coupes. Et les coupes, on les fait dans l'armée, parce que ça ne se voit pas et parce que vous avez un corps qui ne dit rien. C'est la réalité de l'armée. Vous avez des généraux qui n'ont pas accepté de participer au documentaire. Pas parce qu'il niait cette réalité des problématiques de moyens, c'est parce que pour eux, il est inconcevable de se plaindre. On ne se plaint pas. Et la résultante, enfin le résultat, c'est que sur le terrain, on se retrouve en tant qu'armée française avec des grandes difficultés d'adaptation face aux terroristes, aux djihadistes qui, eux, ont une extrême agilité. Vous le montrez très bien dans votre documentaire. Ils sont, un soldat dit, ils sont quasiment comme une armée régulière, très organisée. Ils se sont adaptés face à la menace que représentent pour eux les armées françaises. Et c'est Ils s'adaptent comment ? Ils s'adaptent dans la manière de faire circuler l'information. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple très concret. Au début de la guerre au Mali, vous aviez souvent des regroupements de motos, de plusieurs dizaines de motos de djihadistes qui partageaient, comme tout un chacun, comme toute entreprise, des tutos pour savoir comment on organise une attaque sur un convoi blindé, comment on se forme idéologiquement à être embrigadé à ce combat. Voyant l'arrivée des drones, voyant la multiplication des survols des avions de chasse de l'armée française, ils ont organisé des petits regroupements, de plus en plus isolés. Ils ont des motos qui sont dédiées à la transmission des informations, avec des clés USB qui vont d'ordinateur à ordinateur et donc en circuit fermé, parce qu'ils n'utilisent pas Internet. Ça paraît artisanal. Et c'est pourtant une adaptation presque logique. Et les armées françaises le savent. Et alors justement, le nouveau chef d'état-major des armées a annoncé cette semaine une nouvelle stratégie pour l'armée. Il parle de gagner la guerre avant la guerre. Et il parle de tournant numérique, informatique. Ça va dans ce sens-là, en fait. Ça part dans ce sens de récolter l'information. Alors après, il y a plusieurs aspects. Et il y a un aspect qui est aussi dans cette bataille du long terme. C'est que pour gagner la guerre, comme le dit le chef d'état-major, il a aussi en vue les autres dangers qui pèsent autour de la France, que ce soit la menace chinoise, la menace russe, sur des attaques, de cyberattaques. Et quand vous avez l'œil trop privilégié sur une menace parfois plus artisanale en Afrique, vous en oubliez les autres menaces. Et le problème de la France, c'est de consacrer des budgets à tous ces aspects-là et à toutes ces guerres qui sont mutantes en permanence. Est-ce que finalement ça explique aussi les annonces d'Emmanuel Macron qui prévient une partie des troupes françaises vont se retirer du Mali à partir de janvier ? Il y a une lassitude de l'Élysée. Et de l'opinion publique aussi, qui n'est pas très prête à avoir des morts. Ouais. Les deux sont liés. C'est ce qu'on essaye de montrer à travers ce documentaire. C'est que heureusement ou malheureusement, ça c'est aux politiques de répondre à cette question, mais les deux sont liés pour envisager l'avenir. Un président n'envisage pas un conflit militaire sans avoir un regard permanent sur l'opinion publique. Et est-ce qu'on abandonne le Mali, comme l'a dit le Premier ministre italien ? La France abandonne le Mali en plein vol ? On n'abandonne pas le Mali parce que, notamment à Gao et à Ménaka, on va laisser plusieurs milliers d'hommes. Il ne faut pas oublier cette réalité. On réorganise, et c'est le mot-clé utilisé par les armées, mais c'est une réalité. On abandonne notre présence dans le nord du pays parce qu'on considère d'ailleurs que la menace djihadiste s'est déplacée. L'appel du président Macron, en tout cas la colère du président Macron, c'est plutôt de dire aux Maliens, à un moment, il va falloir prendre vos responsabilités. Eh bien, merci Alain Pirot. Un documentaire édifiant et c'est dimanche sur France 5 en prime. Vous l'avez co-réalisé avec Coraline Salvoche. Merci à vous. 20 ans, le prix du sang, 20 ans de guerre française. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.